La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans votre émission Diplomatie pour encore parler de l'actualité internationale sur e-radio et e-TV. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir dans nos nouveaux studios M. Babacar Diouf. Il est économiste. Aujourd'hui, il est beaucoup question de l'économie africaine. Ce vieux continent qui est toujours classé parmi les moins développés de la planète. Bonjour, M. Diouf. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Si on vous devrait attribuer une note à l'économie du continent, Babacar, quelle appréciation pourrait-on lui donner selon vous? Bien, assez bien, passable, médiocre? Ce serait plutôt médiocre. Pourquoi? Parce que notre potentiel fait que nous aurions dû être un continent riche. Malheureusement, nous sommes frappés par cette richesse de notre sous-sol, de nos dotations en facteurs de production qui malheureusement n'ont jamais été utilisées pour l'économie africaine, mais qui ont plutôt été dans un dispositif d'une économie extravertie où nous prenons l'essentiel de ce qui nous fait vivre de l'extérieur. Et nous passons juste notre temps à exporter la matière première. Nous ne transformons pas. 50 ans ou plus de 50 ans d'indépendance, ce n'est rien dans la vie d'une nation, mais est-ce suffisant pour se développer? Oui, je pense que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant parce que d'abord, vous savez, quand on construit, le système qui a été construit avait d'abord placé l'Afrique dans une position d'esclavage. Et à un moment donné, compte tenu de l'évolution des consciences humaines, on ne pouvait plus continuer et ils ont développé la politique coloniale. Une politique coloniale qui, au terme de la Deuxième Guerre mondiale aussi, était arrivée à son terme. Et il fallait passer à autre chose, mais dans ce moment, nous étions dans des empires autour de l'Angleterre, autour du Portugal, autour de la France, et qui avaient organisé l'économie de telle sorte qu'il puisse avoir un centre et une périphérie. Et nous avions été la périphérie pour juste produire la matière première qui était nécessaire pour le Nord et surtout devenir les consommateurs. Parce que cette économie marchande n'était pas dans la trajectoire historique africaine. Nous étions plutôt dans un dispositif d'échange, même si, par le passé, nous avons eu des monnaies sous d'autres formes, mais nous n'étions pas préparés à l'économie telle que conçue par les Européens. Oui. Et cette intégration n'a pas réussi, on nous a juste mis à la périphérie, et nous y sommes restés, et il était difficile d'avoir les ressources humaines nécessaires, parce que l'Occident nous a imposé des cultures de rente, ce qui a totalement déstructuré nos sociétés. Parce que nous, on était dans une économie solidaire, où on était dans une autosuffisance alimentaire. Mais quand ils ont réduit les superficies qui étaient destinées à la production céréalière pour les cultures de rente, l'arachide, le coton, le cacao et autres, nous nous sommes retrouvés dans des périodes difficiles qui ont amené même le changement de notre vocabulaire pour parler de soudure sous les deux positions, entre les récoltes, les anciennes, la fin des récoltes et les nouvelles récoltes. Oui. Il y a un moment tampon qui était difficile et ils étaient obligés de nous amener du riz qui était destiné au bétail. Oui. Et que nous avons su conditionner pour en faire notre thieboudienne ou ailleurs. Mais voilà. Un riz qui continue toujours d'être importé. Non, qui risque de continuer à être importé. Oui. Simplement parce que nous avions, nous, un programme quand je dis nous, le Sénégal, un programme d'autosuffisance en riz. Mais quand on parle d'autosuffisance en riz, il ne faudrait pas seulement s'inscrire dans la production. Parce que rien ne nous empêche aujourd'hui de produire suffisamment de riz pour le Sénégal. Mais dans le fond, quand on produit, il faudrait créer les conditions d'accessibilité du produit.
est-ce que nos facteurs de production nous permettent d'avoir un prix de revient qui serait meilleur que ce que nous recevons d'ailleurs. Vous voulez parler de la chaîne de production? La chaîne de production et du coût de production. Parce que si nous produisons 1 kilo à 300 et quelques francs, nous serions obligés de vendre à plus de 300. Donc, on serait beaucoup plus facilement concurrencé par le riz venant d'ailleurs, parce qu'étant un peu un riz résiduel et qui peut coûter beaucoup moins cher. Donc, il faudrait qu'on ait à l'esprit cette accessibilité par le pouvoir d'achat. Mais au-delà de l'accessibilité par le pouvoir d'achat, il faudrait aussi que nous puissions réfléchir sur l'accessibilité au plan physique, produire au nord ou au sud, et faire en sorte que nous puissions avoir le produit au centre, à l'ouest et ailleurs. Ça aussi, c'est un autre challenge. Oui, le néocolonialisme dont on continue de parler encore, mais on parle toujours de la main de l'Occident qui empêcha cette Afrique de se développer enfin. Et nous, les Africains, quelle est notre part de responsabilité dans cette situation? Nous avons naturellement une part de responsabilité. Mais il faut bien comprendre que quand on met en place un dispositif pendant plusieurs siècles, il y a forcément un stock résiduel qui va faire en sorte que d'abord l'économie et la vie sociale et politique est organisée de telle sorte que nous sommes de pâles copies de l'Occident. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas sur le savoir endogène africain, nous ne travaillons pas sur les modèles qui étaient endogène à l'Afrique, mais nous avons singé le grand maître qui était là et surtout qui était là pour nous assimiler. Est-ce que nous en étions obligés? Oui, non, c'est-à-dire que d'abord, il faut partir du rapport de force. Il faut partir du rapport de force. Oui, je parle d'après les indépendances. Non, les indépendances, il faut... Bon, c'est pas une insulte que de nuancer. De nuancer parce que 2 années avant les indépendances, on nous avait proposé une communauté française. Donc, est-ce que la décolonisation a été une décolonisation qui serait une résultante d'une action spécifiquement africaine où, à un moment donné, il fallait que l'Occident, comprenant que les donnes changent, il fallait lâcher un peu de l'Est, ce qu'ils ont eu à faire. Et d'ailleurs, si réfléchissez bien sur les différents cycles depuis les indépendances. Quand on a eu nos indépendances, les premières années d'indépendance, les pays africains, surtout francophones, étaient frappés par des coups d'État récurrents. Oui. Et ces coups d'État étaient toujours organisés ailleurs. Donc, de 2 choses d'une. Soit vous êtes conciliant, vous pouvez passer, vous ne l'êtes pas, on met au travers de votre chemin. Même si ce n'est pas l'armée française qui intervient directement, il y avait les Bob Denard et autres qu'on appelait les affreux, et qui étaient là et qui pouvaient être une force d'appoint pour organiser des coups d'État. Après, à un moment donné, l'Union africaine a commencé à ne plus reconnaître les pouvoirs issus. Mais il y a un autre cycle qui a été ouvert. C'est un cycle d'interprétation des constitutions. C'est comme si nous, on avait du mal à écrire et à comprendre notre constitution. Tout le temps, il y a des disputes, des conflits. Mais là, il ne faudrait pas absoudre l'Occident, qui a quand même ses intérêts et qui joue dans sa diplomatie pour maintenir ses intérêts. Parce que, quoi qu'on puisse dire au plan géopolitique et diplomatique, au niveau du droit international, si on peut être réducteur, on peut considérer que c'est juste le droit du plus fort. Partout à travers le monde, c'est juste le droit du plus fort. C'est celui qui est le plus fort qui impose sa diplomatie. Donc nous, quelque part, c'est comme si c'était un passage obligé. Mais Dieu merci, les médias ont compris qu'il y a un enjeu, il faut parler de certaines choses. Maintenant, on n'a plus peur de s'exprimer parce qu'il y a la démocratie qui s'installe. Mais cette démocratie que nous avons importée aussi ne nous a pas toujours été favorable. Et il faut qu'on parvienne à l'acclimater, à l'adapter à notre culture. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps d'acclimater aussi, d'adapter notre économie à l'instar de la démocratie, comme vous venez de le dire? Oui, vous savez, moi, c'est en ce sens que des fois, quand on parle économie, on s'inscrit dans des dimensions, dans des logiques trop savantes. Or, l'économie, c'est dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que nous pouvons faire
pour avoir des ressources, faire un arbitrage sur ces ressources et arriver à produire ce dont nous avons besoin. Plutôt que de rester dans une logique d'une aide publique où on tend la main, on nous donne de l'argent, on nous définit des politiques, mais c'est des politiques sans lendemain. Donc notre économie, pour parler d'une manière très terre-à-terre du Sénégal, notre premier succès aurait dû être de passer des tabaskis sans stress, disposer de suffisamment de moutons et que le père de famille puisse, à un prix raisonnable, aller s'approvisionner sur le marché local et immoler son mouton. Mais tous les ans, regardez le temps que nous mettons à discuter, à parler de l'ouverture des frontières et autres. Oui. Est-ce normal? Or, c'est ça d'abord l'économie. La libre circulation des personnes et des biens. Au-delà de la libre circulation, c'est d'abord les options de production. Oui. Il faudrait que nous soyons nous-mêmes dans une économie capable de produire pour absorber sa main-d'œuvre d'abord. Mais là, nous avons des hommes qui ne font rien. Nous sommes traversés du nord à l'est par un fleuve, eau douce, qui nous permet de faire le maraîchage, faire de l'agriculture, mais avec une hydraulique, des techniques hydrauliques qui pourraient nous permettre de produire en n'importe quelle période de l'année. Oui. Mais au centre du Sénégal aussi, nous avons le fleuve Gambie, qui va encore d'ouest en est, et qui aurait pu servir à hydrater le centre du Sénégal. Mais si vous allez au sud, nous avons le fleuve Sénégal. Donc nous, quelle est la contrainte majeure que nous avons aujourd'hui pour gérer notre réseau hydrique, pour faire en sorte que nous ne puissions plus rester là à ne produire que par rapport à la pluviométrie? Ça, on aurait pu le faire. Oui. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Même si on devait prendre des poulards, leur donner des pics et des pelles et leur demander de creuser des tranchées, on pourrait drainer une bonne partie de l'eau. Donc, quelque part, ce n'est pas compliqué. Oui. Mais cette économie, c'est qu'il nous faut arriver à une économie réelle. Éviter de prendre tous ces produits. Est-ce qu'aujourd'hui, vous jugez normal que pendant les fêtes sociales, que nous continuons à consommer cette boisson venue d'ailleurs, sur laquelle d'ailleurs de l'autre côté on ne le consomme plus, compte tenu de tout ce qu'il y a comme colorants et autres dans ces produits-là, alors que nous aurions pu produire avec notre mande, avec notre détach, avec nos fruits exotiques. Oui. On aurait pu produire, mais même nos diététiciens, quand ils vous font un régime, très souvent, vous parlez de produits que nous ne produisons pas, que nous n'avons pas. Il faut manger des brocolis. Ça signifie quoi? Faites-moi un régime et parlez-moi des produits que nous avons. Le sidème, le néo. Ça, c'est des produits que nous avons à portée de main. Et peut-être que si nous avions adapté notre économie et notre mode de consommation, et qui va même jusqu'à notre mode de production, parce que très souvent, quand on parle de culture, les gens pensent à la danse, à la musique et autres, mais ils oublient très souvent que même le mode de production, le comportement au travail est déterminé d'une manière substantielle par la culture. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. Mais on a essayé de singer le blanc, on a essayé, et nous n'avions pas la même organisation. Oui. Vous avez été en Occident, et vous vous êtes rendu compte que quand vous déménagez dans un quartier, tout de suite, l'État sait que vous avez déménagé. Oui. Quand vous avez acquis un véhicule, parce que cette économie est bancarisée. Il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité en tout. Ils maîtrisent, eux, leur habitat, leur population et les transactions qu'il y a. Oui. Chez nous, tel n'est pas le cas. Vous pouvez prendre quelqu'un qui fait 30 ans à Dakar, qui n'a jamais eu d'adresse, parce qu'il n'a jamais pris une chambre en location. Et pourtant, il a une adresse et il continue à vivre. Donc, c'est simplement pour dire que nous avions fait fausse route. Parce que nous avions pensé que le maître qui était le colonisateur avait un modèle. Ils étaient dans une logique de politique assimilationniste. Et ils sont même restés dans la logique jusqu'à ce jour. Parce que c'est pourquoi vous voyez les communautés d'émigrés en France ont du mal à s'intégrer.
parce qu'eux, ils ne perçoivent pas le communautarisme avec les différences, ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis, par exemple. Oui. On vous parle latino, on vous parle d'afro-américain, ça ne pose pas de problème. Mais en France, dès que vous voulez parler de communautarisme, que ça soit religieux, par la race et autres, vous êtes stigmatisés et eux, ils ne peuvent pas l'accepter. D'ailleurs, ça conduit à des situations. Donc, notre économie, nous avons l'obligation de l'adapter à des choses très simples, faire en sorte que nous puissions produire ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Faire en sorte que nous puissions aller à la conquête du monde pour leur proposer nos produits, mais qui répondraient en ce moment aux standards de ces pays-là aussi. C'est ça. Alors, nous allons à présent parler de la monnaie ECO, qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Une monnaie unique pour ces pays africains. Mais comment comprendre d'abord cette monnaie et quels sont ses avantages et ses inconvénients rapidement? Bon, comme dans toute situation, il y a des avantages, des inconvénients. Mais ce qu'il y a ici, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle. Le cycle, c'était le cycle qui avait juste suivi la Deuxième Guerre mondiale, avec la mise en place des Nations Unies et autres, et tout ce qu'il y a comme structure à côté. Le système monétaire aussi, avec le FMI et la Banque mondiale, était une résultante un peu de cette Deuxième Guerre mondiale. Et ce cycle est arrivé à terme. Arrivé à terme parce que pour le comprendre, pour ne pas stigmatiser l'éco ou le franc CFA, bon ça on va en reparler, mais pour ne pas stigmatiser l'éco, l'euro a aujourd'hui des problèmes par rapport au dollar américain. Parce que si vous comprenez les sanctions qui ont été imposées aux Occidentaux par l'Amérique par rapport au commerce avec l'Iran, vous vous rendrez compte que nous, le complexe que nous avons et le problème que nous avons par rapport à la France, c'est exactement le même problème que l'Occident, l'Europe a par rapport aux États-Unis. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, il est maintenant prouvé qu'ils sont des vassaux des États-Unis. Et ça, ils ont commencé à le dire simplement. Mais sous une autre forme peut-être. Non, ce n'est pas sous une autre forme. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans le commerce international avec l'euro. Le baril du pétrole. Pourquoi c'est coté en dollars? Et tu ne peux acheter que par le dollar. Et la chambre de compensation des banques se trouve aux États-Unis. Donc, quand malheureusement Trump a été le révélateur de cette vassalisation de l'économie européenne à l'Amérique, simplement parce que ce que les autres faisaient d'une manière un peu plus diplomatique, lui, il le fait d'une manière brutale. C'est une brute. Donc, il a montré à la face du monde que les Occidentaux étaient des vassaux de l'Amérique et qu'ils ne pouvaient pas réussir le commerce international sans le dollar. Et ça, c'est un problème. Donc, si on en revient à l'éco, on se rendra compte que c'est une initiative qui a été prise depuis les indépendances. C'est une volonté qui était là. Mais vous savez, quand on nous a donné l'indépendance, parce que pour certains pays, on s'est battu, pour d'autres, c'était juste des négociations. On n'avait pas pris en compte, pour la France, par exemple, cette grande arnaque. Parce qu'eux-mêmes, dans l'empire colonial, pour maîtriser l'Afrique, ils avaient pris leurs 2 zones d'intérêt pour en faire des zones regroupées, l'AOF et l'AEF. Ils nous ont gouvernés dans cette perspective géographique. Mais quand il s'est agi d'octroyer l'indépendance, plutôt que de nous laisser aller dans les grands blocs vers l'indépendance, on a préféré mettre des Balkans, de petits pays qui ont des marchés tellement étroits que l'économie n'est presque pas viable. Parce que quand vous produisez pour 2 millions de personnes, pour 10 millions, pour 15 millions de personnes, il est évident que vous ne pouvez pas bénéficier des économies d'échelle, que votre marché n'est pas suffisamment large pour vous permettre de faire certains investissements. Et dans ces conditions, nous, on avait la monnaie, mais la monnaie, c'était une initiative de la France, qui avait ses colonies et qui avait trouvé une monnaie distincte de sa propre monnaie pour ses colonies. Donc,
changé d'appellation simplement parce que nous sommes passés à l'indépendance, n'en faisait pas une monnaie africaine. Donc l'éco est un besoin. Parce que la monnaie, d'abord, c'est une question politique. Ensuite, c'est un instrument technique. Parce que ça aussi, il faudrait qu'on le dise et qu'on le redise. Par le passé, dans le Tibet, par exemple, il y avait des blocs de thé qui ont fait office de monnaie à un moment donné de l'histoire. Pourquoi on parle de salaire, qui vient de salarium, qui n'était rien d'autre que la paix qu'on donnait aux légionnaires dans la Rome antique parce qu'ils avaient fini de faire et on les payait en sel. Oui. C'est le sel qu'on utilisait. On avait des kouris, on avait même des bandeaux de tissu. Et c'est plus tard qu'on a eu à frapper la monnaie sous les formes de métaux précieux. Et même avant la Deuxième Guerre, la monnaie, c'était une convertibilité or. C'est-à-dire que vous aviez sur vous le choix de garder de l'or ou bien de garder des billets. Mais le moment venu, c'était exactement l'équivalent en or qu'on vous remettait. Le cours forcé a été imposé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et on est passé à un dessin accepté de tous, et ce qui donne d'ailleurs plus de sens à cette notion fiduciaire de la monnaie. Oui. Fiduciaire qui n'est rien d'autre que la confiance. C'est ça. Donc on nous a imposé un papier dessiné, on met une valeur faciale et nous l'acceptons. Donc dans ces conditions, moi je pense qu'il n'est pas impossible que nous puissions nous-mêmes avoir notre monnaie, et l'éco est dans cette perspective. Mais naturellement, c'est un instrument technique qui aura des inconvénients, des limites et éventuellement des avantages. D'accord. Nous allons à présent écouter une interview de notre économiste. Il s'agit de Ndongo Samba Sylla. Ndongo Sylla nous parle de cette nouvelle monnaie en vue, bien sûr. Écoutons la réaction de Ndongo Samba Sylla au micro de Oumar Khan. Ça ne marchera pas, tel que c'est formulé. Parce qu'en fait, c'est un projet qui imite le projet de la zone euro. Et la zone euro, pour être brutale, c'est une catastrophe. Parce que lorsque vous avez une monnaie unique, elle ne peut pas marcher s'il n'y a pas le préalable de l'intégration politique. C'est-à-dire ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire. Parce que quand vous avez la même politique monétaire pour 15 pays différents, qui sont différents en termes de taille économique, en termes de cycle économique, la même politique monétaire ne peut pas être optimale à chaque fois. Et donc, pour corriger ce déséquilibre-là, il faut ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire. Et donc, s'il n'y a pas de fédéralisme budgétaire, ça ne marchera pas. À la première crise, voilà, ça va être difficile pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut comprendre en matière d'intégration économique, c'est que c'est toujours l'intégration politique qui doit précéder l'intégration économique. Quand on procède autrement, ça veut dire qu'on met la charrue avant les bœufs, et ça ne peut pas marcher. Commentaire? Oui, il a raison. Il a raison, mais ce n'est pas suffisant pour dire que nous allons attendre. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés à venir qu'on doit renoncer à notre projet. Et bon, je sais que les universitaires ont beaucoup réfléchi sur la question. Les hommes politiques aussi ont eu à réfléchir. Et c'est pourquoi je pense, pour atténuer les problèmes à venir, c'est en ce moment qu'ils ont parlé des convergences. Convergence par rapport à la capacité d'avoir au minimum 3 mois d'importation, des réserves pour assurer au moins 3 mois d'importation, avoir une inflation qui ne dépasserait pas 10%. Et bon, c'est des critères de convergence qui sont là et qui devraient suppléer un peu et se prémunir contre les problèmes qu'ils énumèrent. Mais dans le fond, quel que soit le système, parce que si on se mettait à parler d'intégration politique d'abord, mais les pères du panafricanisme, beaucoup avaient théorisé sur d'abord l'intégration par la production, d'autres par la politique, d'autres par les peuples. Mais tout ça... C'est un vieux débat. C'est un débat qui sera encore là, mais moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est le challenge. C'est pas parce que dans la zone européenne, ils ont eu des problèmes et autres, parce que même pour les critères de convergence au niveau européen, ils sont confrontés à des difficultés pour les déficits budgétaires. Bien sûr, on a vu la Grèce. La Grèce, c'est-à-dire que ça, c'est aussi
un des inconvénients, on dit très souvent que si on se met ensemble, les plus forts risquent d'imposer leur politique monétaire parce que dans le fond, il est évident que le succès de la monnaie dépendra de la discipline, de l'acceptation des politiques qui seront mises en place. Et comme nous sommes dans un ensemble assez grand, il faudrait que nous puissions penser à aller vers des politiques communes, mais quand vous n'avez pas les mêmes économies, quand vous n'avez pas les mêmes réalités, il est évident que pour avoir une politique qui s'adapterait à tout le monde, poserait problème. Oui. Mais à un moment donné, je pense que pour certains qui pourraient penser être défavorisés, le fait de s'exclure et d'être en marge, parce que c'est au-delà de l'éco, Oui. c'est une solution globale. Et c'est un nouveau cycle, et qui est irréversible, parce qu'on le veuille ou pas. Ce qui a été décidément la grande perspective de l'Afrique de s'unir, le processus est enclenché et il est historique et il se fera. Est-ce que certains pays africains ne vont pas justement rater ce train de l'histoire? Ah si, mais vous savez, on peut toujours avoir des velléités parce que là présentement, il y a d'abord des pays qui sont actionnés par les puissances occidentales, qui font tout pour torpiller tout ce qui est initiative de regroupement au niveau de la CEDEAO. On n'y pensait pas au départ. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce oui. que en fait, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts, ils défendent leurs intérêts. Mais nous très souvent, nous revendiquons un passé et bon, en mettant un peu de sentimentalisme, il faudrait que ça cesse et que l'on comprenne que dans ce monde-là, de toute façon, de deux choses. Soit nous serons ensemble, nous serons forts parce que nous aurons, par la zone de libre-échange, créé un marché d'1,2 milliard qui nous obligera nous-mêmes à développer chacun dans son pays une industrie pour produire, parce qu'il faudra forcément que l'origine des produits qui seront échangés puisse être au minimum à 60% africaine. Sinon, ce serait... C'est-à-dire que si aujourd'hui nous sommes dans la zone de libre-échange, oui. Nous pouvons avoir la libre circulation des biens, des services et des hommes. Oui. Mais dans ces conditions, qu'est-ce que je peux prendre au Sénégal pour aller le vendre au Mali, en Afrique du Sud ou au Kenya? Oui. Qu'est-ce que je peux amener? Il faudrait que ça soit un produit made in Sénégal. Sinon, je serais juste un petit souk qui prend de l'extérieur pour réexporter. Oui. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc, il va falloir... Et dans ces conditions, et d'ailleurs, c'est pourquoi le Nigeria n'avait pas souhaité intégrer la zone de libre-échange, simplement parce qu'ils partent du principe qu'eux, ils ont déjà un marché de plus de 180 personnes, oui. 80 millions de personnes. Oui. Donc, leur marché, s'ils l'ouvrent à d'autres, alors qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas préparés dans la production au niveau de leur tissu industriel, oui. Ils seraient envahis par les pays comme le Sénégal qui peuvent mettre en place un dispositif parce que nous avions une industrie au moins agroalimentaire. Oui. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Le textile, malheureusement, n'a pas survécu. Mais si nous sommes ouverts à un marché africain, on peut imaginer que ce potentiel peut rapidement refaire surface et ils seraient les perdants. Oui. Donc, ils se préparent pour pouvoir être dans la logique de pouvoir produire pour aller à la conquête du marché africain. Mais, même si on avait les meilleures règles qui organiseraient cette zone de libre-échange, il faudrait aussi des infrastructures. Oui, j'allais venir à cette question. Voilà, parce que ça aussi, c'est un minimum. C'est ça. Nous avons le corridor Dakar-Bamako qui n'est pas du tout fonctionnel et dégradé. Et tant d'autres infrastructures qui sont mortes, hein. Le train Dakar-Bamako qui n'existe plus et tant d'autres. Quels sont les préalables que nos gouvernants doivent d'abord mettre en œuvre avant d'en arriver aux ELEC? Bon, de toute façon, notre président a été invité au G7 dernier. Et bon, il est souvent invité. Le G7, mais au-delà, c'est parce que c'est lui le président du NEPAD. Hein?
Et le NEPAD, c'est la connexion, faire en sorte que nous puissions intégrer nos États par des infrastructures routières, ferroviaires et autres, et par les airs. Donc ça, c'était obligatoire. Avant, c'était un peu difficile parce que regardez le temps que nous avons mis pour que la CEDEAO puisse nous aider à mettre en place le pont de Farafenni. Oui. Et vous voyez ce que ça peut induire comme, au niveau économique comme impact positif. Des volontés politiques de part et d'autre qui... Oui, c'est des volontés. Bon, il y avait aussi des priorités. Oui. Parce que quoi qu'on puisse dire, à un moment donné, s'il faut, par exemple, la transsaharienne qui est passée, qui va jusqu'au Maroc, il a fallu des volontés conjuguées pour que nous puissions la mettre en place. Mais si vous êtes dans le Dakar-Niger, pour le train par exemple, et que les 3 pays traversés ne soient pas au même niveau d'engagement politique, il est évident que ça va tarder. Oui. Et comme chacun a son agenda, a ses problèmes domestiques, par moment, le Mali par exemple, qui depuis pratiquement 2011 est dans une situation qui est un peu difficile, font qu'ils ne peuvent pas se consacrer à la construction d'infrastructures parce qu'ils sont dans une période de survie. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les Africains, les voisins s'impliquent de plus en plus pour les aider à arriver à une solution. C'est ça. Donc les infrastructures, c'est fondamental, mais il faut au moins une intelligence entre les différentes nations. Et c'est là où nous avons failli aussi parce que des fois, on aurait pu prendre des raccourcis. L'Occident a mis très tôt l'intelligence économique à sa disposition, mais l'intelligence économique, ce n'est rien d'autre que le renseignement. Le renseignement que dans lequel nous excellons dans le domaine sécuritaire, on pouvait juste prendre le même dispositif et l'orienter côté économique pour savoir ce que nous avons à faire, quelles sont les priorités et anticiper sur les événements. Oui. Parce qu'on va vers une zone de libre-échange, on va vers une monnaie unique. Quand on sera dans cet ensemble-là, qu'est-ce que le Sénégal pourra mettre dans la corbeille pour être sûr d'en tirer le maximum de profit? Avec la découverte du pétrole, du gaz et de ces ressources qui quand même peuvent peser dans la corbeille, comme vous le dites. Oui, vous savez, c'est là où c'est intéressant parce que quand vous prenez un pays comme la Guinée équatoriale, avec son revenu per capita par tête qui est extraordinaire. Oui, qui annonce aussi qu'il va abandonner le franc CFA. Mais là, par exemple, voilà un cas d'école. Dès l'instant où ils l'ont dit, on a parlé de canular. Oui. Et je sais que quand tu prends l'ensemble du processus, ça semble être la volonté politique d'un maître qui pense disposer de suffisamment de réserves pour avoir sa monnaie et qui construit en même temps un mur à sa frontière avec le Cameroun. Oui. Donc conscient de pouvoir disposer de suffisamment de réserves qui pourraient lui permettre de battre sa monnaie. Mais en face, pourtant, la Guinée équatoriale n'a pas été une colonie française. Oui. Elle était une colonie espagnole. C'est ça. Mais qu'est-ce que Macron a dit? On l'a mis en garde. Et il y a même un général qui est allé jusqu'à dire que s'il devait aller dans cette perspective, il pouvait s'attendre à des problèmes. Et moi, très sincèrement, dans le contexte actuel, je ne serais pas surpris qu'il soit violemment attaqué par une opposition qui serait soutenue de l'extérieur et qui pourrait remettre en cause cette ambition, parce que quand même, au niveau de l'Afrique centrale, ce serait un exemple à ne pas suivre. Oui. Et ils feront tout pour l'en empêcher, si telle était sa volonté. Nous avons aussi la réaction d'un confrère qui vit en France. Il s'agit de El Hadj Diagola. Il est aussi écrivain. Il parle d'une sauvegarde des intérêts de la France vis-à-vis de la monnaie ECO par le biais du Sénégal, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Écoutons El Hadj Diagola qui s'exprime sur la nouvelle monnaie africaine en vue. Bonjour. Pour moi, cette nouvelle monnaie ECO est une monnaie de CFA coloniale avec un autre nom. C'est une manière de nous berner encore. D'ailleurs, le président Macron l'a dit que s'il faudrait changer le nom de CFA, on le fera. Donc l'ECO est une monnaie de continuité du CFA.
La seule solution pour les Africains est de refuser catégoriquement avec cette nouvelle monnaie, ECO, qu'elle soit garantie par le trésor français. Je veux dire empêcher toute la mainmise totale de la France. Autrement dit, la monnaie ECO doit être totalement indépendante vis-à-vis de la France. Et aussi, il faudrait que cette monnaie soit fabriquée en terre africaine. Pour la France, pour continuer à garder toujours la mainmise sur le franc CFA, elle utilise certains présidents africains pour boycotter la politique de la monnaie ECO en faveur de la France. C'est pourquoi certains présidents, comme le président sénégalais et ivoirien, se sont chargés de cela, afin que la monnaie ECO soit la continuité du CFA. Pour ce genre de choses, il suffit de regarder comment ces présidents se comportent vis-à-vis de cette nouvelle politique de la monnaie. Merci à Instant Sec. On écoutait Elhadj Diagola à présent. Quel commentaire faites-vous de ces révélations? Le premier commentaire, c'est qu'il est resté dans son hypothèse de départ. C'est comme si l'ECO était constitué exclusivement de ceux-là qui étaient dans la CEDEAO et qui avaient le franc CFA. C'est ça, c'est plus large. Or, nous avons d'autres pays, oui, au moins 7 autres pays, qui ont battu leur propre monnaie. Donc, et qui n'étaient pas sous le joug de la France de toute façon. Donc, c'est pourquoi je dis que le processus est irréversible. Et il faudrait qu'on ne mette pas des œillères, oui, pour nous rester dans une logique. Nous ne sommes plus dans la zone d'influence de la France. Ça va au-delà. Et pourtant, la France ne cesse de parler parce que vous savez, si vous prenez quelqu'un qui vit du RMA ou du RMI en France, oui, ou bien même d'une pension de retraite, ou du RSA, vous voyez, oui, de plus en plus, ils ont tendance à venir habiter au Sénégal, en Afrique, oui, et ils vont régulièrement pour avoir la présence physique et pouvoir renouveler. Oui. C'est ça le cas. C'est ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils gagnent en euros, oui, et ils dépensent en CFA. Cet avantage qu'ils ont, c'est le même avantage que nous devons essayer de comprendre par rapport à l'entrepreneur français et l'entrepreneur sénégalais. Moi, si je travaille pour mettre sou par sou, CFA par CFA, le temps d'arriver à avoir l'équipement nécessaire pour avoir des micros de qualité, pour avoir des émetteurs de qualité, oui, par rapport à mon pouvoir d'achat, pour celui qui vient de la France, qui a gagné son argent en France, ça c'est un investissement d'une moindre envergure. Mais pour celui qui va d'une économie qui a constitué son capital à partir du Sénégal sur le CFA, quand il vend là-bas, c'est trop lourd. Oui. D'ailleurs, c'est pourquoi... C'est normal, les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Voilà, oui, et c'est pourquoi, c'est-à-dire, des fois, il faut aller au-delà des clichés. La France a beaucoup plus à perdre par rapport à ses entreprises, par rapport à ses investisseurs qui viennent avec l'euro investir dans la zone CFA, que par rapport à l'intérêt qu'ils pourraient tirer même des réserves qu'ils ont dans la Banque centrale. Et ça, c'est pourquoi ils n'accepteront pas. Parce que la puissance de la France, que ça soit au plan diplomatique, au plan économique, repose d'abord sur sa zone d'influence. C'est la zone Afrique qui lui a permis d'avoir certaines positions et une certaine posture au plan diplomatique au niveau des Nations Unies et ailleurs, parce qu'on se concertait en francophone, on tirait dans la même direction et eux, ils pouvaient être sûrs d'être suivis, oui, au niveau international. Mais s'ils perdent leur influence, s'ils perdent leurs opportunités d'affaires, vous vous rendez compte, oui, la France risque de sombrer dans une crise qui sera encore beaucoup plus profonde. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis qu'il faudra bien surveiller ce qui va se passer dans les mois à venir du côté de la Guinée équatoriale et naturellement chez nous aussi. Mais le processus là, moi, je n'ai aucun doute. Oui. Nous sommes dans l'écho et quand ils pensent aussi à la parité, à la convertibilité, je pense que l'écho, il y a une boîte noire qu'on ne nous a pas présentée. Parce que c'est technique quand même. Et l'information est stratégique en matière de production mondiale. Une boîte noire qui une peut boîte être noire une surprise. Non, c'est pas une surprise. Ouais. C'est qu'il y a des questions techniques sur lesquelles des équipes travaillent.
et très probablement qu'ils feront tout pour que nous puissions avoir une monnaie de qualité. Et ça, bon, je ne sais pas, en tout cas, ce sera flexible. On ne peut pas être dans une parité fixe avec l'euro, comme c'est dit quelque part. Non, on sera dans un panier de devises. L'éco sera dans un panier de devises et aura une certaine flexibilité. Oui. Avant de parler de l'éco, nous vivons l'ère du franc CFA. Il y a des pays africains qui, quand même, pour le moment, ont leur propre monnaie. À côté de chez nous, la Gambie ou la Mauritanie qui ont leur ouguiya. Mais ça n'a pas changé grand-chose dans leur économie. Est-ce que l'éco pourrait vraiment faire le poids pour changer le quotidien de l'Africain? Moi, je le crois, très sincèrement. Parce qu'au fond, par rapport à la monnaie, qu'est-ce que nous avons pu faire que la Gambie n'a pas pu faire? Qu'est-ce que nous avons pu faire que la Guinée n'a pas pu faire? Qu'est-ce que nous avons pu faire que la Mauritanie n'a pas pu faire? En général, vous exportez vos produits, le cuivre en Mauritanie, vous avez vos réserves, vous produisez. À la limite, eux, ils peuvent jouer sur l'appréciation, la dépréciation de leur monnaie. Ils peuvent avoir des politiques monétaires que nous ne pouvons pas avoir. Parce que aussi des fois, c'est-à-dire, vous savez, l'intérêt d'avoir une politique monétaire, c'est quoi? Et que nous ne pouvons pas avoir parce que nous dépendons de quelqu'un. Prenez la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Quand, le mois dernier, la Chine a commencé à taxer un certain volume d'affaires, ça a une incidence. Dans un premier temps. Oui. Qu'est-ce qu'a fait la Chine? La Chine a pris son yuan et l'a déprécié. Parce que quand Donald Trump met des surtaxes sur les produits chinois, Oui. c'est pour les amener à coûter beaucoup plus cher Aux États-Unis. Oui. Mais à l'origine, si les dollars qu'il faut pour avoir le produit chinois, on le réduit parce qu'on a déprécié le yuan, il va contrer la hausse qu'il y a sur les taxes. Oui. Et on revient à la situation ex-ante. C'est une stratégie. C'est une politique. Oui. C'est Oui. simplement pour te dire que quand vous avez l'opportunité et l'occasion de développer une politique monétaire, vous pouvez jouer sur des leviers que là, sans l'éco, nous ne l'avions pas. Oui. L'autre chose maintenant, c'est, je crois, Ndongo Sylla qui le disait tout à l'heure, la question des politiques budgétaires et autres qu'il faut respecter. Oui. C'est-à-dire que les pays qui frappaient leur propre monnaie avaient la latitude de développer leur politique monétaire au gré des situations. Mais quand vous entrez dans un groupe, vous êtes obligé de respecter les règles et la discipline du groupe. Oui. Et vous n'avez plus cette latitude. Oui. Et c'est pourquoi ils pensent que certains, à la première crise, très probablement sortiraient de ces... C'est ça. Dans ce cas, quels seront les rapports entre la Banque mondiale, le FMI et ces pays en voie de développement dont la plupart des projets sont financés par des coopérations entre le Nord et le Sud? Non, vous savez, ça aussi c'est un système mondial de toute façon qui a montré ses limites. Le FMI, la Banque mondiale, pour le cas particulier du Sénégal, nous avons vu un Sénégal qui, à un moment donné, dans les années 80, nous avons d'abord connu, à partir de 1979, un plan de redressement économique et financier. Parce qu'on s'était rendu compte qu'on consommait, pour dire beaucoup plus simple, on consommait plus qu'on avait. Oui. À un moment donné, ce plan de redressement n'a pas donné tellement de fruits et ça nous a valu une dévaluation. D'abord, un programme d'ajustement structurel. Oui, les ajustements structurels, oui. Mais et qui a démantelé au moins pas mal d'entreprises, oui. Avec la libéralisation, le moins d'État, mieux d'État. L'industrie culturelle. Tout est presque parti en vrille dans ces périodes, au point où ces mêmes institutions se sont rendues compte qu'il y avait une dimension sociale qu'il fallait intégrer. Dans les années 90, ils ont installé une dimension sociale qui a atténué un peu le coût, mais
En 1994, nous avons connu la dévaluation. Et ce qui nous a appauvris. Parce que du jour au lendemain, ton patrimoine par rapport à l'extérieur est divisé pratiquement par 2. Et les coûts par rapport à nos biens d'équipement qui viennent d'ailleurs étaient multipliés par 2. Et voilà un peu la situation dans laquelle on était. Et là, on peut s'en sortir que, bon, justement, après quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Un surendettement. Oui. Un service de la dette qu'on ne pouvait plus honorer, qui a abouti à un effacement de la dette. C'est ça. Mais tout ça montre qu'eux-mêmes, nos grands Manitou du FMI et de la Banque mondiale, n'ont jamais su nous proposer une solution à nos problèmes. On a plutôt le sentiment qu'ils tâtonnent, ils sont dans une approche idéologique, mais qui n'est pas efficace. C'est ça. Et nous en payons les prix. Nous avons vu le Ghana, qui quand même a pris son courage entre ses 2 mains et a décidé de ne plus demander des crédits au FMI pour l'année budgétaire de 2019. Est-ce un risque pour le Ghana ou alors est-ce que c'est un pays qui a totalement confiance à ses propres recettes pour survivre? Non, vous savez, bon, le Ghana déjà, à un moment donné, a été considéré comme un pays qui était sur l'émergence, mais toujours est-il qu'il y a encore des ressources, pétrolières et autres, et donc qui peut expérimenter une certaine façon de faire, parce que dans le fond, quand vous êtes dans un cycle, vous avez du mal à arrêter et sortir d'un cercle vicieux. Et c'est ce qu'il propose. Je pense que, bon, cette aide, comme nous n'avons jamais pu prouver l'efficacité de cette aide publique-là, autant essayer autre chose. Maintenant, c'est un cobaye, il prend le risque de s'engager sur une voie, mais je sais a priori que ce n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait le penser, parce que l'autre système a suffisamment montré ses limites et il nous faut essayer autre chose. Maintenant, pour ces pays qui ont la chance d'avoir du pétrole et tout, c'est une opportunité de travailler et de mettre l'accent sur soi-même et sur des systèmes beaucoup plus accessibles, parce que, vous savez, moi, depuis 2007-2008, je me suis posé des questions. Avec la haute finance mondiale, bon, parce que nous avons été à la marge, fort heureusement, nous avons été un peu épargnés. Mais regardez ce qui s'est passé à travers le monde, avec la crise des subprimes, la crise financière, qui a prouvé qu'on était dans une bulle, et que quand cette bulle a éclaté, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui étaient considérés comme des success stories. Les Bernard Madoff et tout ce beau monde-là. On s'est rendu compte que quelque part, on s'enrichissait d'une manière virtuelle et qu'un jour, on aurait pu tout perdre et pratiquement, on a tout perdu. Donc, moi, je pense qu'il faudrait de plus en plus, bon, pas s'éloigner, mais prendre beaucoup de garde-fous par rapport à la finance internationale, parce que là, vous avez besoin d'argent, vous voyez quelques éléments, ils ont la compétence et la capacité de vous lever des fonds en un temps record, mais qui va engendrer un service de la dette et des situations qui vont encore compromettre votre développement. D'accord. Alors, nous allons accélérer, puisqu'il nous reste moins de 5 minutes, pour parler cette fois-ci des money bank, comme on dit, un système qui marche très très bien en Afrique, même si l'économie est très très informelle. Quel est l'avenir du continent avec ce système bancaire qui passe des télécommunications, bien sûr, on a vu que ça monte en crescendo, et que même s'il n'est pas très développé dans les pays occidentaux, l'Afrique quand même avance à grands pas dans ce domaine. Oui, vous savez, quand on mettait, dans les années 80, quand on mettait sur place l'Internet et cette téléphonie-là, très certainement,
les meilleures perspectives qu'on avait imaginées pour l'Afrique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu au réel. C'est-à-dire il y a un boom qui est tel que notre taux de croissance dans ce secteur dépasse de loin ce qui se fait ailleurs à travers le monde. Et cela nous a permis de prendre des raccourcis. Et ça, c'est un peu le gain de l'histoire. Parce que nous, on était une communauté très peu bancarisée. Oui, jusqu'à présent. Oui, très peu bancarisée. Ouais. Donc, on préférait garder chez soi notre argent ou à la limite confier à des tontines, mais c'était toujours chez nous. On ne fait pas confiance aux banques. D'autant plus que nous n'avons ni des banques de développement ou autres, nous avons juste des banques commerciales qui sont plus à l'aise avec le fonctionnaire qui a un salaire ou le travailleur du privé qui a un salaire qui tombe régulièrement plutôt que ce travailleur, même au-delà du baol-baol. Même nous autres consultants. Oui. Si vous ne pouvez pas justifier tous les jours que Dieu fait d'un revenu, vous avez du mal à trouver un prêt. C'est ça. Donc, dans ces conditions, nous avons l'avantage de développer le money buy par le téléphone. Oui. Et ça, c'est une opportunité pour le Sénégal et l'Afrique en général. Merci à Babacar Diouf, merci à vous, chers téléspectateurs, nous et chers auditeurs aussi sur la 90.3. Nous arrivons au terme de cette émission Diplomatie qui reviendra la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à Insa Sek à la partie technique. Au revoir et à bientôt. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio.